Et voici la vidéo règle de C'est moi le patron, un jeu de Sid Saxon. Ça se joue de 3 à 6 joueurs à partir de 12 ans. C'est un jeu de négociation édité par Edge. Au niveau matériel, tout d'abord un grand plateau de jeu qui présente un circuit extérieur. Et sur ce circuit, nous avons 16 cases qui représentent des affaires potentielles que les joueurs pourront faire au fur et à mesure du jeu. Sur le côté du jeu, on va disposer les cartes billets. Il y a des cartes de 1 million, 2 millions, 5 millions et 10 millions de dollars. Il y a ensuite un dé, un pion dollar. Il y a ensuite 6 cartes investisseurs qui vont représenter les différentes familles du jeu. Voilà. Et donc, en début de partie, ces cartes sont recto verso, on va bien les mélanger sous la table, et ensuite on va en distribuer une à chaque joueur. Si jamais vous jouez à 3 joueurs, chacun recevra 2 cartes. Mais dans les autres configurations, on recevra une famille d'investisseurs, et les autres cartes qui n'auront pas été distribuées, donc par exemple si on joue à 4, on distribue ces 4 personnages, les 2 qui n'auront pas été distribuées, eh bien elles seront disposées face visible à côté du plateau de jeu à la disposition des joueurs. Il y a ensuite un gros paquet de cartes influence qui présente un dos comme ceci. Ces cartes seront bien mélangées et donc on en distribue 5 à chaque joueur avant de débuter la partie. Le reste du paquet de ces cartes est disposé face cachée à côté du jeu ou au milieu du jeu, de façon à ce que chaque joueur puisse piocher des cartes au fur et à mesure du jeu. Enfin, il nous reste un paquet de tuiles à faire, qui ont chacune un numéro de marqué en haut, qui va de 1 à 15. On va placer donc ces affaires dans l'ordre de la plus petite à la plus grande, et on va disposer ces affaires au centre du jeu. Par exemple, pour une partie à 4, chacun a reçu sa carte de famille. On a placé les 2 cartes de famille restantes à côté du plateau de jeu à disposition des joueurs. Chacun a reçu ses 5 cartes d'influence qu'il peut consulter face cachée. Et ensuite, on détermine le premier joueur, c'est celui qui a la carte d'investisseur dont la lettre est la première dans l'alphabet. Donc là, par exemple, c'est Debra Dougherty qui va commencer la partie. Et le joueur qui est à sa droite va choisir sur quelle case va commencer le pion dollar. Il choisit donc la case de son choix, place le pion dollar dessus, et nous sommes prêts à débuter la partie. Mais quel est donc le but du jeu? Ah, c'est moi le patron, vous l'aurez certainement compris rien qu'en regardant le jeu, c'est tout simplement d'être le plus riche possible en fin de partie en négociant les différentes affaires qui se trouvent sur le plateau de jeu. Effectivement, chaque affaire va rapporter des parts qui sont représentées par les tuiles affaires, et les parts en fait seront payées au fur et à mesure aux joueurs. Celui qui a le plus d'argent en fin de partie l'emportera. Alors le premier joueur commence et ensuite nous jouons dans le sens des aiguilles d'une montre. À chaque fois que c'est à un joueur de jouer, il a deux possibilités, soit de tenter de faire négocier l'affaire sur laquelle se trouve le pion dollar, soit de décider de lancer le dé pour faire avancer le pion dollar du chiffre indiqué. Une fois que le pion dollar a été avancé, s'il a choisi cette option, eh bien il a le choix soit de faire une négociation pour la case sur laquelle est tombé le pion dollar, soit de piocher trois nouvelles cartes d'influence. Donc en début de partie, en général, on a plutôt tendance à piocher des cartes d'influence, car c'est grâce à ces cartes qu'on va pouvoir plus ou moins réaliser des négociations bénéfiques pour les joueurs. Et il les ajoute à sa main. Une fois qu'il a réalisé son action, conclure l'affaire sur laquelle se trouve le pion, ou bien faire avancer le pion et ensuite soit conclure l'affaire, soit piocher trois cartes, eh bien ce joueur a fini son tour et on passe au tour du joueur suivant qui va réaliser la même chose et ainsi de suite tout au long du jeu. Alors, comment réaliser un contrat pour gagner de l'argent de la banque? Effectivement, en début de partie, nous n'avons pas d'argent et c'est uniquement en réussissant des négociations sur une case en particulier qu'on en recevra au fur et à mesure du jeu. Alors, quand le pion se trouve sur une case, il faudra qu'on arrive à réunir le nombre d'investisseurs qui est marqué sur cette case. Donc là, par exemple, pour cette case-là, il me faudra 3 investisseurs pour pouvoir recevoir l'argent de la banque. Et l'argent correspondra aux parts qui nous sont offertes par la case. Il y a 4 parts, par exemple, à récupérer sur cette case-là. La part est indiquée, enfin le prix de la part est indiqué par les cartes, par les tuiles en fait que nous avons placées au milieu du jeu en début de partie. L'affaire numéro 1 nous indique qu'une part vaudra 2 millions de dollars. Donc en fait, au total, ça nous fera 8 millions de dollars à récupérer sur cette case si on arrive à conclure la négociation. Alors en plus de ça, chaque case doit nous indiquer quels sont les investisseurs demandés pour réaliser le contrat. Effectivement, sur les 3 investisseurs demandés ici, il nous faudra 2 qui font partie soit des familles Goldman Sachs et Wadsworth,
et un des familles d'Ougarty ou Liebgeld. J'ai du mal à prononcer ce nom, mais c'est pas grave. Donc voilà. En imaginant que notre patron soit le joueur qui a des bras d'Ougarty devant lui, eh bien il réalise déjà une des conditions. Il lui manque donc plus que deux familles faisant partie de ces trois familles-là pour pouvoir réaliser le contrat. Alors, dans les cartes influence que les joueurs ont en main, eh bien certains auront des familles d'investisseurs, des personnages faisant partie de la même famille, qui pourront leur servir à réaliser les contrats. Ici, ce joueur pourrait donc parfaitement jouer deux cartes provenant de sa main, une correspondant à la famille Sachs et une correspondant à la famille Wadsworth. Eh bien, il a les trois familles nécessaires pour réaliser cet investissement. Normalement, il devrait gagner la carte et donc recevoir de l'argent de la banque pour cette affaire. Dans les cartes influence, nous avons aussi ces cartes-là qui sont des cartes recrutement et qui ne peuvent être jouées que par trois. À n'importe quel moment du jeu, un joueur peut poser un brelan de ces cartes pour avoir le droit de récupérer une famille au complet. Alors effectivement, ces cartes ne peuvent servir qu'à récupérer les familles qui n'ont pas été distribuées aux joueurs en début de partie. Une fois que ces familles auront toutes été distribuées au fur et à mesure du jeu grâce à ces cartes de recrutement, et bien à ce moment-là, à chaque fois qu'on en jouera 3, on pourra piquer une famille à un autre joueur et la placer devant soi. Par contre, on ne peut pas piquer des cartes influence. On ne peut piquer que les cartes famille, qui sont les cartes recto-verso qu'on a distribuées en début de partie. Dernière possibilité, bien sûr, si on n'arrive pas à réunir soi-même toutes les conditions nécessaires pour gagner une case, eh bien on pourra faire des négociations avec les autres joueurs. Donc là, par exemple, il me faudrait absolument une troisième famille pour pouvoir réaliser le contrat. Eh bien, je peux demander à un autre joueur de venir m'aider. Et les autres joueurs ont aussi le droit de me faire des propositions, parce que peut-être que quelques-uns d'entre eux auront, dans les cartes qu'ils ont cachées en main, des cartes influence qui correspondent à la famille dont j'ai besoin. Eh bien, ceux-ci auront tout à fait le droit, lors de à ce moment-là, de poser ces cartes face visible devant eux, afin de me proposer leur service. Et les négociations sont parties. Par exemple, on pourrait décider avec le joueur qui est à côté de moi de s'associer pour réaliser ce contrat. Et à ce moment-là, je pourrais lui proposer, par exemple, une ou deux parts du contrat, ou bien de lui proposer 1 million provenant de ma réserve personnelle. Enfin voilà, toutes les transactions sont possibles au niveau de l'argent à échanger avec les joueurs une fois que le contrat sera réalisé. Par contre, on ne donne pas d'argent à un joueur tant que le contrat n'est pas réalisé. Alors imaginons qu'on arrive à conclure la transaction avec mon joueur, que je lui offre une part en fait pour qu'il vienne m'aider là-dessus, et bien les autres joueurs ont peut-être aussi leur mot à dire, me faire des propositions plus intéressantes ou bien jouer des cartes spéciales de leurs mains. Effectivement, il existe des cartes qui peuvent faire partir des personnages en vacances. Et donc à ce moment-là, n'importe quel autre joueur autour du jeu a le droit de jouer une telle carte sur un personnage face visible d'un des joueurs autour de la table. Alors si une carte partie en voyage est jouée sur une carte de clan, eh bien ce joueur ne pourra tout simplement pas utiliser ce personnage pour la transaction en cours jusqu'à la fin du tour. En revanche, si une telle carte est jouée sur une carte influence, eh bien les deux cartes seront immédiatement défaussées à l'extérieur du jeu. Heureusement, il existe des cartes stop qui peuvent nous défendre contre les attaques des autres joueurs. Alors si quelqu'un me dit mon personnage est parti en voyage, eh bien avant de défausser les cartes, si j'ai une carte stop en main, je peux tout à fait la jouer pour annuler la carte voyage de l'autre joueur et les défausser. Attention, les cartes stop permettent aussi de contrer les cartes de recrutement. Si un joueur joue ses cartes de recrutement pour récupérer un clan, eh bien je peux jouer une carte stop pour annuler les trois cartes de recrutement. Enfin, il existe des cartes C'est moi le patron, et à ce moment-là, n'importe quel autre joueur pourrait jouer une telle carte pour devenir le nouveau patron de l'affaire. Le joueur qui joue une telle carte bouleverse immédiatement l'ordre du tour, et c'est lui qui devient le patron pour l'affaire qu'on était en train de traiter. Donc à ce moment-là, toutes les cartes que les joueurs ont jouées face visible devant eux restent en jeu, et c'est lui qui va mener les affaires cette fois-ci pour prendre le contrôle de la carte. Et le joueur qui était l'ancien patron, eh bien, ne peut rien faire à part proposer ses services à l'autre joueur pour tenter quand même de rapporter quelque chose de l'affaire en cours. Évidemment, la carte stop permet aussi de contrer un c'est moi le patron afin de rester le patron de l'affaire. Alors les cartes stop, on peut les jouer sur n'importe quel joueur, on n'est pas obligé de les jouer pour se défendre soi-même. Si par exemple le joueur qui s'était associé avec moi pour réaliser l'affaire considère que c'est intéressant de quand même conclure cette affaire, ça peut être tout à fait lui
qui joue le stop pour pas qu'un joueur nous embête dans nos négociations. Alors évidemment, il y a toutes ces cartes qui vont pas arrêter de bouleverser un petit peu la négociation en cours, les joueurs qui vont proposer leur aide, ceux qui seront refusés, les petites attaques en vache par derrière, etc. Donc au bout d'un moment, lorsque les joueurs on pense avoir réalisé l'action, donc là par exemple nos deux joueurs sont d'accord pour réaliser le contrat correspondant à cette case, eh bien le patron va annoncer affaire conclue une fois, deux fois, trois fois, adjugé. Si il arrive à adjuger et que personne n'a joué encore de cartes qui ont bouleversé cet ordre, eh bien à ce moment-là, les deux joueurs vont remporter l'affaire. Lorsque l'affaire est conclue, le patron de l'affaire va recevoir l'argent de la banque en fonction des parts et de la valeur des parts, donc là par exemple 8 millions, et ensuite il sera obligé de satisfaire les transactions qu'il a réalisées avec les autres joueurs. Effectivement, on ne peut pas mentir par contre, et il sera obligé de donner, par exemple s'il avait proposé 2 millions au joueur qui s'est associé avec lui, il est obligé de lui donner avant de récupérer son argent. On prend la tuile qui correspond à l'affaire, on la place sur la case que l'on a réalisée en la plaçant sur son côté face cachée où il y a marqué cette affaire est conclue et le pion dollar est placé sur l'affaire libre suivante. Et avant que l'on passe au tour du joueur suivant, tous les joueurs qui avaient des parties en voyage de poser sur leur clan vont défausser ces parties en voyage. Les personnages qui proviennent de la main des joueurs, c'est-à-dire les cartes influence, sont aussi défaussés. On ne garde que les cartes clan devant soi. Et c'est au joueur suivant, dans le sens des aiguilles d'une montre, de jouer. Même s'il y a eu une carte C'est moi le patron de jouer. Donc si par exemple une carte C'est moi le patron avait été jouée par le troisième joueur, eh bien on continue le tour à partir du joueur qui se trouve à sa gauche, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce qui veut dire que certains joueurs vont peut-être passer leur tour lorsque des cartes C'est moi le patron seront jouées. Précision, les joueurs qui n'ont pas participé à la négociation et qui avaient quand même posé des cartes influence en jeu peuvent récupérer les cartes influence qui n'ont pas servi pour les remettre dans leurs mains. Alors l'argent que les joueurs vont récupérer au fur et à mesure du jeu doit rester sur la table, mais par contre on peut disposer ces billets en pile de façon à ce que les joueurs voient juste le billet du dessus et ne savent pas exactement combien de billets on a dans l'argent qu'on a récupéré. Évidemment, il est possible qu'on n'arrive pas à obtenir les conditions favorables pour réaliser l'action. À ce moment-là, le patron du tour sera bien obligé d'annoncer que, bien, il laisse tomber l'affaire. À ce moment-là, chacun défaussera quand même ses cartes comme sur une fin de contrat classique, et le tour du jeu passera au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, si certaines cases du jeu nous donnent le choix dans les familles, certaines autres nous obligent à avoir des familles en particulier. Donc là, il nous faut 5 investisseurs sur celle-ci, par exemple, avec Cashman, Sachs et Wadsworth, et ensuite 2 parmi les familles restantes, qui devront s'ajouter, donc pour un total de 5 familles. Alors petit à petit, les cases vont se remplir par des tuiles lorsqu'elles seront conclues, lorsqu'on aura réussi à faire un tour de jeu. Et bien, lorsqu'on lancera le dé, on ne comptera pas ces cases. Donc là, par exemple, 1, 2 et 3. Si au début, les affaires nous donnent des parts relativement peu importantes, bien que 2 millions de dollars c'est déjà pas mal, mais à partir de la quatrième, les parts vont petit à petit augmenter et rapporter de plus en plus d'argent. Il pourra donc être intéressant de garder des affaires qui donnent beaucoup de parts sur la fin, car elles permettront de recevoir vraiment beaucoup d'argent pour ceux qui les concluront. Nous avons vu qu'à chaque fois qu'une affaire est conclue, on place la tuile affaire face cachée sur la case et qu'on avance ensuite le pion dans le sens des aiguilles d'une montre. Et sur cette case, il n'y a rien de, sur ces tuiles, pardon, au verso, il n'y a rien de particulier de dessiné, à part à partir du moment où on arrive sur l'affaire numéro 10 et les suivantes. Effectivement, sur l'affaire numéro 10, il y a un petit texte qui indique que la partie peut prendre fin immédiatement si le joueur qui devient le nouveau patron lance le dé et obtient 1 sur son lancer. À ce moment-là, on arrête immédiatement la partie. Si on continue la partie jusqu'à l'affaire numéro 11, c'est sur 1 ou 2 que la partie s'arrêtera. 1, 2 ou 3 sur l'affaire suivante, et ainsi de suite. Au maximum, le jeu va durer sur 15 affaires, et la 15e sera forcément la fin du jeu. Lorsque le jeu prend fin, c'est très simple, puisqu'il suffit de compter l'argent gagné par chaque joueur pour savoir qui est le gagnant.
Voilà pour C'est moi le patron, un petit jeu de négociation bien sympathique avec plein de traîtrises et d'envoi de cartes spéciales dans tous les sens. C'est assez chaotique, il faut évidemment avoir une bonne tchatche pour l'emporter, mais c'est très sympathique. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir. Et dans ces trois investisseurs, il devra y avoir deux clans faisant partie. Bon, alors là, nous avons vu qu'il nous fallait trois investisseurs, mais pas n'importe lesquels. Il nous faudra effectivement deux investisseurs des familles Goldman, Sachs et Wadsworth, ou bien, et en plus, pardon, un investisseur de la famille Dougherty ou Lichtenberg. Deux devront faire partie des familles Goldman, Sachs et Wadsworth, et un devra faire partie des familles Dougherty ou Lichtenberg. J'ai un petit peu du mal avec ce nom-là. Bon, c'est pas grave. Là, sur les trois investisseurs demandés, deux devront faire partie des familles Goldman, Sachs et Wadsworth, et des familles soit Dougherty, soit Liebelgeld. J'ai du mal avec ce nom, bon ben je laisse tomber. Donc voilà, soit cette famille-là pour l'investisseur seul.